explosion qui a eu lieu, l'explosion de la voiture de Daria Dugina, à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Daria Dugina, c'est une journaliste et politologue d'une trentaine d'années. Elle était la fille de... Vous dites quoi, pardon, Sergueï ? Journaliste. Non, journaliste en Russie. Journaliste en Russie. Elle est présentée comme ça en Russie. Elle est présentée comme ça. Elle est la fille d'Alexandre Dougine, réputé proche du Kremlin. On fera son portrait dans un instant. Réaction aujourd'hui de Vladimir Poutine. Déjà, qui dit la chose suivante: c'est un crime ignoble, cruel, qui a mis fin prématurément à la vie de Daria Dugina, une personne brillante et talentueuse, dotée d'un cœur véritablement russe. Et puis, autre réaction, cette fois du FSB. Vous allez la voir également, le meurtre de Daria Dugina a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens. Réponse de la présidence ukrainienne qui le dit, mais non, nous on n'a rien fait, c'est pas nous. Regardez. До речі, підкреслю, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Alors, cette jeune femme qui est donc morte dans ce petit village à 40 km de Moscou, nous disait tout à l'heure Julie, on peut imaginer qu'elle n'était pas visée. On nous explique, je ne sais pas s'il faut le croire, que la voiture dans laquelle elle se trouvait, qui a explosé, et devait être utilisé par son père, le fameux maître à penser, le guide spirituel de Poutine, qu'au dernier moment, il n'a pas pris cette voiture et que c'est elle qui l'a prise et est morte. Donc, vrai, pas vrai? Non, ils étaient visés tous les deux, parce que Dugin ne sait pas conduire une voiture. Donc, de toute façon, il avait besoin d'un chauffeur, et le chauffeur, c'est sa fille. Donc, de toute aussi façon, son attaché de presse. C'est aussi son attaché de presse, c'est aussi sa propagandiste. C'est pour ça, d'ailleurs, ça me faisait sursauter sur ma chaise le mot de journaliste dans la bouche de Julie, parce que ça n'a rien à voir. Elle travaillait pour Russia Today, elle travaillait pour Margaret Simonian, elle travaillait pour d'autres médias propagandistes de Poutine, et elle travaillait aussi comme attachée de presse de mouvements fascisants de son papa. Voilà. Et donc, en fait, tous les deux étaient visés. En revanche, Dugin n'est pas un proche de Poutine. C'est pas quelqu'un qui va au Kremlin, c'est pas quelqu'un avec qui Poutine organise des rencontres en disant « Cher camarade Dugin, expliquez-moi ce que je dois faire, moi, Poutine ». Poutine se prend pour un messie. Dugin aussi se prend pour un messie. Et donc, deux messies dans une dictature, ça peut pas. Il y en a un trop. Donc, il y a un de trop. Et donc, du coup, Poutine le détestait bien, mais en revanche, il se servait de ce que Dugin racontait comme idéologie. Alors, donc, c'est une idéologie très messianique. On parle de la rechristianisation du monde, de l'Europe, de la Russie. Voilà. Donc, lui, c'était une reconquête de l'Occident blanc et chrétien. Il a créé un parti qui a un nom. Il a créé en 94 avec Limonov un parti qui a un nom tout à fait symbolique, qui s'appelle le Parti national bolchevique. Donc, ça vous donne tout de suite une petite idée. Ah, magnifique. Ah oui, c'est joli. On n'est pas très loin du national-socialisme. Là. Je pense que c'est franchement très inspiré, puisque avant, donc, lui, son père était membre du renseignement militaire. Il a rejoint très rapidement les groupes d'extrême droite. Un premier groupe qui s'appelait PAMIAT, qui s'appelait Mémoire, dans les années 90. Ensuite, il a rejoint. Enfin, il était avec un espèce de païen un peu fou qui avait créé des gourous en fait. Oui, il s'appelle Golovin et qui avait créé le groupe SS Ordre Noir. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'on est sur du lourd. SS Ordre Noir. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui. Donc non, et en fait ça a toujours été l'extrême droite ultranationaliste. Donc plutôt même au départ un peu en opposition, totalement fasciste. On dit d'ailleurs qu'il a en partie influencé une partie de l'extrême droite française. Oui, mais il avait des liens avec. Il y avait d'ailleurs des photos entre Marion Maréchal et la fille de Dugin. Attendez, on peut le regarder, ce fameux Dugin. On va l'écouter. Exactement. Il explique un peu ça. Il parle français. Philosophie. Ah mais très bien. Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Nous dit. Écoutez donc ce Dugin, le guide spirituel de Poutine ou pas. Si l'Europe chrétienne veut se sauver, c'est à l'Orient qu'elle doit s'orienter. Donc, si l'Orient veut se sauver et donner la lumière au monde, l'Orient doit redevenir chrétien.
Voilà, donc il est très occident-chrétien. Hein. Quand on regarde et quand on lit, parce que j'ai lu un peu les travaux, c'est un bouilli invraisemblable de mélange de tout ce qu'on peut imaginer, Messiaen, Heidegger, Nietzsche, aussi les différents courants de mysticisme. En fait, il n'y avait pas vraiment de théorie, sauf qu'il parlait de cette sainte Russie qu'il fallait absolument sauver, de ce chaos progressiste dont l'Occident influençait ce saint pays, et aussi aller vers l'Ukraine. C'est l'Ukraine comme mauvaise fille qui s'est détachée de la bonne famille et qui est allée un peu comme ça dans la rue. Il faut aussi la faire revenir dans le bercail. C'était ça vraiment son fonds de commerce. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, il y a deux choses, deux théories. Bon, il y a plusieurs théories qui sont sorties. Sur la mort de la fille. Oui. Moi, je pense que dans une des théories, je pense que c'est elle qui était visée précisément parce que c'est dans la situation de difficulté aussi de Poutine et aussi la Crimée, peut-être on parlera plus tard, qui est attaquée. La Crimée, c'est le plus grand brillant de la couronne de Poutine, de tout son règne depuis ces 20 ans. Donc aujourd'hui, comment présenter ça au peuple qui commence à un peu se demander mais qu'est-ce que se passe? On nous a promis une guerre rapide sans trop de dégâts et là, on va déjà les dégâts, on voit les cercueils qui reviennent à la maison. La Crimée est bombardée, les gens qui quittent la Crimée, qui racontent partout les horreurs de bombardements qu'ils ont vus. Donc la population commence un peu à bouillonner. Et Poutine, il n'aime pas ça du tout. Il est très sensible aux sentiments de sa population. Donc il fallait détourner l'attention. C'était un bon moyen parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça. Et aussi, c'est quand même une image de Sainte Colombe qui est morte toute jeune, toute blonde, toute russe, avec un cœur énorme, plein d'amour pour la Russie. Donc ça fait un bon moment, un bon point pour tourner l'attention des Russes vers Mais pour vous, ce genre de choses, de détournement, Poutine l'a déjà pratiqué. Absolument. C'est la signature même de ces services secrets, parce qu'il y a eu les immeubles qui ont déjà été explosés avec les habitants, les Russes dedans, etc. Donc il y a une autre théorie qui commence... À sa demande et sur son initiative. Absolument. Et ça lui a aidé aussi, ça l'a aidé à accéder au pouvoir. Et aussi, ça a aidé à déclarer la guerre à la Tchétchénie, parce qu'ils ont trouvé les responsables, entre guillemets. Ça, c'est le premier scénario. C'était le premier scénario. Deuxième hypothèse. Scénario qui commence à apparaître sur les réseaux, en fait, à qui on peut faire certaine confiance. On parle, c'est l'histoire de fric, tout simplement. Parce qu'apparemment, les Douguine, ils étaient au milieu, parce que toutes ces théories, pourquoi on ne trouve pas vraiment le bon fondement? Parce que tout est l'histoire de l'argent ici en Russie. Il n'y a rien, il n'y a pas de vraie philosophie. Lui qui détestait l'Occident, il avait l'iPhone dernière génération. Elle était explosée dans quelle voiture? C'était pas la Daniva, hein? C'était quoi? C'était Toyota Land Cruiser. Donc c'était des gens qui étaient tout faux, qui partaient passer leurs vacances à l'Occident, qui passaient leur vie à l'Occident. Et apparemment, il y a l'histoire de détournement d'argent qu'ils devaient passer parce qu'il y avait les sanctions, notamment dans les pays européens, et tout l'argent n'est pas passé. Elle était prévenue lui aussi, et elle est partie la première, mais lui apparemment était bien. Donc, deux hypothèses, selon vous, et une enquête qui a l'air d'aller très très vite. Le FSB qui a résolu l'énigme en 24 heures. Le FSB qui dit que la voiture conduite par Daria était piégée par une femme de nationalité ukrainienne née en 1979. C'est très précis. Arrivée en Russie en juillet avec sa fille mineure née en 2010. Toujours selon le FSB, cette personne avait notamment loué un appartement dans l'immeuble où vivait Dougina, où elle s'était rendue d'ailleurs à un festival culturel conservateur où la journaliste, entre guillemets, elle aussi était présente. Et cette femme ukrainienne se serait toujours, selon le FSB, ensuite enfuie en Estonie avec sa fille. Sergueï, ça semble assez hallucinant que le FSB, déjà en 24 heures, ait bouclé son enquête. Voilà, et bouclé l'enquête. Oui, c'est pire que ça. Pour moi, c'est une comédie. C'est une comédie tellement c'est gros, parce qu'en plus, bien évidemment, elle est super intelligente parce qu'elle arrive avec les plaques de Donbass pour venir en Russie. Après, elle échange pour les plaques kazakhs. Et pour partir de Russie, elle met les plaques ukrainiennes. Et elle utiliserait une carte de membres des brigades territoriales de l'armée ukrainienne. C'est ça. Et donc les Ukrainiens, vous savez, les Ukrainiens ont beaucoup d'humour. Et donc les Ukrainiens sont amusés aujourd'hui. Il y a un des conseillers dans le ministère du ministre de l'Intérieur ukrainien qui a fabriqué 3 cartes, les mêmes, la même carte, donc avec Zakharova,
la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, que vous adorez tellement, Eric, votre ami de la télévision Skabeeva et la prétendue maîtresse de Poutine, donc 3 cartes, les mêmes, toutes avec la photo en uniforme ukrainien, pour montrer que en fait, c'est très facile à fabriquer ça. Et surtout, vous imaginez, Anna Politkovskaya. Ah oui, ils ont fabriqué des cartes comme ça avec des grands dignitaires pro-russes, enfin poutinistes, en montrant que des cartes ça se fabrique en un quart d'heure. Avec leur nom, avec leur signature, en fait, avec les trucs signés de leurs mains, et c'est à s'y méprendre. C'est vraiment. Oui, Gallagher, ça fait aucun doute, c'est les Russes qui ont commis cette attaque. Je n'en sais rien, on ne le saura jamais. Ce qui est important, c'est de noter que le FSB attribue la responsabilité à l'Ukraine, et ça c'est prémonitoire de ce qui risque de se passer, parce qu'il y aura une vengeance, bien sûr. Vladimir Poutine ne pointe pas du doigt l'Ukraine, ça c'est intéressant. Mais je voulais juste dire sur cette enquête, moi ce qui me frappe... Si, vous dites Vladimir Poutine ne pointe pas du doigt l'Ukraine. Si. Non, il parle d'un crime absolument ignoble. Il ne nomme pas l'Ukraine ou les Ukrainiens dans sa citation. Et le FSB le fait. Exactement. Ouais. Donc là, il y a un distinguo. Mais juste sur cette enquête du FSB, c'est quand même un immense aveu d'incompétence de la part de ce service de dire il y a une agent ukrainienne qui, à 40 km de la capitale de notre Russie impériale, tue comme vous disiez très bien, cette reine slave au grand cœur. Deuxième aveu massif d'incompétence, on a glané tous ces éléments très rapidement, mais on n'a pas pu l'arrêter avant qu'elle aille en Estonie. Donc je trouve que quand vous additionnez quand même ça avec sa fille, effectivement, ça avec ce qui s'est passé en Crimée et le schéma d'attrition sur le terrain, la Russie est dans une très très mauvaise passe, d'où cette phrase de Zelensky que vous avez citée tout à l'heure, qui craint pour le 24, et je le cite, quelque chose de cruel pour marquer les esprits. Parce que justement, excusez-moi, il y a un truc qui est très symbolique, parce que quand les Russes ont commencé tout de suite à dire, ou les Ukrainiens, il fallait casus belli pour le 24. Pour attaquer l'Ukraine, il fallait trouver quelque chose, un truc odieux. Donc c'est le terme qu'utilise Poutine. C'est un prétexte dont Poutine avait besoin. Sauf qu'elle n'est rien. En fait, elle est dans un mouvance néo-nazie un peu marginale. Oui. Et il a changé. Vous avez dit, Gallagher, qu'il ne nomme pas les Ukrainiens. Bah si. Pas si. Parce qu'aujourd'hui, il a décoré de l'ordre de la bravoure militaire. Et il a dit, dans le texte de cet ordre, c'est dit, cette personne a donné sa vie dans l'exercice de sa fonction professionnelle. Ça veut dire, elle était en guerre, et Poutine, mais la guerre, elle est contre qui actuellement ? S'il lui donne cet ordre, c'est quoi ? Sans dire que ce sont les Ukrainiens lui-même, et il fait d'elle, en fait, une figure officielle. Donc, du coup, maintenant, elle peut servir de casus belli. Juste une chose, avec Didier François ou Renaud Pilat, on l'a évoqué très rapidement il y a quelques minutes avec Alla Poedi, dans la méthode, tuer des frères russes pour arriver à ses fins. Poutine l'a fait de nombreuses fois dans sa vie. On a parlé d'attentats, d'immeubles qu'il a fait sauter. Le théâtre de Dubrovka, le Beslan. Donc, racontez-nous ces œuvres, parce que nous, on ne les connaît pas. Okay. Non, mais en 10 secondes. En 10 secondes, Poutine arrive le 9 août 1999. Yeltsin le nomme Premier ministre pour qu'il devienne après président. Personne ne le connaît, et donc il faut faire de lui un président. Et donc, pour créer ça, Poutine, qui était directeur du FSB, le service de sécurité, il met son ami Patrouchev à sa place, et son ami Patrouchev organise 4 attentats contre les civils dans lesquels meurent à peu près 400 Russes. À Moscou, à Volgodonsk, enfin, il y a plusieurs immeubles. Il fait sauter les immeubles. Il fait sauter au milieu de Moscou, il fait sauter 200 personnes la nuit. Et bien évidemment, on retrouve tout de suite les Tchétchènes, tout de suite avec les pancartes, tout de suite avec les cartes de Tchétchènes, tout de suite avec... tout est pareil, exactement. Et donc il faut un homme fort pour établir l'ordre. C'est ça. Il faut créer une situation de terreur pour que la population réclame un homme fort, etc. Et donc, ils se servent de ça pour commencer la guerre de Tchétchénie, et Poutine deviendra président dans cette ambiance-là. Voilà. Et ils sont pris la main dans le sac.
Ils sont pris la main dans le sac lorsqu'ils préparaient un attentat à Ryazan, le 4e attentat. Et donc, il y a les milices vigilantes, parce que cette atmosphère a été créée. Les gens ont commencé à faire des milices, ils ont commencé à faire des rondes, ils ont commencé à regarder si le voisin n'est pas un terroriste tchétchène, n'est pas quelqu'un de mauvais. Et donc, ils ont pris la nuit. Il y a les citoyens vigilants qui arrêtent 3 personnes qui sont en train de décharger de l'explosif dans une tour de 9 étages. Et donc, ils les arrêtent, ils appellent la police locale arrive. Et ces gars, ils sortent les cartes du KGB, du FSB. Extraordinaire. Voilà. Et donc Poutine n'a donc pas hésité en 1999 à tuer, à assassiner plusieurs centaines de Russes pour installer son pouvoir. Ce qui crée d'ailleurs un petit vent de panique, visiblement, chez les philosophes, le cercle réputé proche du Kremlin. Ils se disent un peu, c'est qui la prochaine cible? Est-ce que c'est moi? C'est ce que nous explique cette journaliste russe. Il y a quelques philosophes, entre guillemets, qui sont comme Dugin, qui paniquent presque dans leur chaîne Telegram. Le message est à peu près qui est la prochaine cible. Il y a la joie maligne de certains Ukrainiens, mais aussi de certains Russes libéraux qui montrent que donc ils ne sont pas complètement... ils sont vulnérables finalement, ces gens-là. Et ironie du sort, Dugin appelait à tuer. Il y a une émission avec lui où il dit ça, voilà, en commentant les événements en Ukraine. Il dit il faut tuer les Ukrainiens, il faut tuer. Ça a été un choc, Renaud. C'est un choc, oui, c'est un choc pour l'opinion russe depuis 48 heures parce que de mémoire, un attentat ou un assassinat à 40 km de Moscou, je sais pas, c'est censé être un des États les plus surveillés au monde. Normalement, dans la région de Moscou, et c'est d'ailleurs, je crois, un des seuls mérites qu'on reconnaît à Poutine dans une grande partie de la population russe, au moins avec Poutine, il y a l'ordre. 40 km, la fille d'un idéologue fascisant russe explose dans sa voiture. Donc, que ça soit les services secrets russes qui organisaient ça, alors, de toute façon, soit ils sont incompétents, soit ils sont complices. Soit ils sont complices, de toute façon. Donc, je dirais que c'est perdant-perdant. Et pour l'opinion russe, franchement, entre la Crimée, où on a vu des vidéos qu'on verra peut-être, où les vacanciers sont sur la plage et ils voient des missiles ukrainiens au-dessus de leur tête, alors que la Crimée, les plages de Crimée sont désormais un lieu de villégiature pour les Russes. Et quelques jours après, 40 km de Moscou, la bagnole explose en feu et il y a la fille d'un dignitaire, d'un idéologue. Là, je vous passe la parole tout de suite, mais sur cette affaire-là, 1999, Poutine tue 400 personnes pour créer un choc. Pas personnellement. Oui, on a bien compris. Ordonne l'organisation de 4 attentats contre des immeubles pour asseoir son pouvoir et qu'on demande un homme fort au pouvoir. Bon, très bien, vous l'avez fort bien raconté. Est-ce que les Russes savent ça? Parce que ça voudrait dire, si les Russes savent ça, ça veut dire qu'ils se méfieraient quand même de Poutine un peu. Et dans cet assassinat horrible, certains Russes pourraient peut-être se dire, c'est peut-être pas les Ukrainiens, c'est peut-être nos services qui servent les intérêts du monarque, non Les Russes le savent parfaitement. Les Russes savent. Oui, parce qu'il y a eu un livre qui a été publié par Ferchinsky et Litvinenko qui s'appelle « Le FSB fait sauter la Russie ». C'est pour ça d'ailleurs, en 2006, Litvinenko a été tué à Londres. C'est parce que, justement, il y avait ce livre. Et donc les Russes... Il a été lu, ce livre ? Bah oui. Distribué. Est-ce que la rue le sait La rue le sait parce que tous ceux qui veulent savoir, vous pouvez le retrouver en libre accès sur Internet, vous pouvez le lire, le relire, etc. Si, même actuellement, quand il y a des barrages sur Internet, vous pouvez prendre un VPN et le retrouver. Donc les Russes, ceux qui veulent, le savent parfaitement. Et de toute façon... Mais est-ce qu'à cette époque, l'information avait circulé largement Oui. Bah oui. D'accord. Bah oui, on était à la sortie de l'ère de Yeltsin, la formation circulait. On avait ça à la télévision. Il y avait des gens, il y avait Echo de Moscou, il y avait Novaya Gazeta. Donc après, il y a eu des démentis. D'ailleurs, Patrouchev, le directeur de FSB, il a fait le pire démenti qu'il ait jamais existé. Il est sorti le lendemain en disant, vous savez, c'est très bien que les citoyens vigilants aient arrêté ces malfaisants. Ce sont bien évidemment mes agents,
Mais on faisait des exercices de sécurité. On testait votre vigilance. Bravo les gens à Réazagne. Et donc, en fait, ils ont dit, ce n'était pas du Gexogen, c'était du sucre. Comme par hasard, aucune expertise n'a jamais été faite et les sacs ont disparu. À la Poédie, vous voulez réagir? Oui, quand on connaît le niveau de la propagande en Russie et aussi un peu l'abrutissement de toute la population, ils ont certainement soit oublié, soit ils sont très sensibles à cette histoire qu'on leur présente parce que le crime est élucidé. Hein, on a trouvé le coupable parfait aujourd'hui dans cette condition. Mais ce que je voulais dire, c'est que pourquoi les Ukrainiens, pour tout vous dire, ça n'a absolument aucun intérêt, ni Dougine ni sa fille, parce que l'existence de la fille, on vient de découvrir en Ukraine, et Dougine aussi ne représentait absolument aucun intérêt. Mais aussi, concernant le départ, en fait, rapide aussi, pourquoi ils ne l'ont pas arrêté, elle avait son truc de Azov aussi, parce qu'elle faisait partie du régiment Azov, carrément officiellement, la personne qui était là. Et on peut imaginer qu'elle était dans l'immeuble par hasard, et quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a dû quitter rapidement son territoire, en fait, partir très vite, parce qu'elle était ukrainienne, elle pouvait imaginer ce qui allait lui tomber sur la tête. Mais c'est cette... voilà, pour dire que les Ukrainiens tout de suite ont réagi en disant que ça ne nous intéresse pas, et dans tous les cas, si la Russie veut riposter, la Russie n'a pas besoin d'un prétexte. La Russie va tout simplement bombarder comme elle bombarde depuis le début de la guerre. Un dernier mot là-dessus, Sergueï, et on avance. Il y a encore une théorie. C'est à l'intérieur du Kremlin, il y a plusieurs tours de Kremlin, il y a une lutte interne au Kremlin. Il y a des gens qui disent Poutine a entraîné le pays entier, et surtout les gens qui sont très riches, qui avaient du pouvoir, qui jouissaient tranquillement de leur pouvoir, vers un suicide collectif. Et donc, c'est peut-être aussi le moyen de montrer à Poutine qu'en tuant la fille de Dougine, voire même Dougine, c'est à Poutine qu'on envoie la carte postale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Dougine était quelque part un opposant à Poutine, dans la mesure où c'était l'homme qui était l'expression des ultra-radicaux. C'est ceux qui expliquaient qu'ils n'avaient pas été assez forts en Ukraine et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ils étaient favorables à la mobilisation générale, et ils le disaient publiquement. Ils étaient favorables au bombardement de Kiev. Massif. Et en fait, c'était l'expression, vous savez, de ces... On l'a entendu, hein, de ces quelques militaires qui disaient on ne va pas assez loin, il faut tuer plus, il faut, voilà, des Girkin, etc. Il s'est créé un vrai soutien au sein d'une partie des gens de l'état-major général. En 97, il a écrit un bouquin qui s'appelle Précis géopolitique, Fondement de géopolitique, c'est ça. Et dans lequel, justement, il développe cette nouvelle stratégie dite Eurasiste, qui serait un espèce de grand empire russe qui irait de Vladivostok complètement jusqu'à Brest, mais dominé par la Russie, mais dominé par la Russie, et qui, parce que pour lui, ça serait une puissance continentale d'empire qui lutterait contre ce qu'il appelle la thalassocratie, donc les puissances navales anglo-saxonnes, États-Unis et Grande-Bretagne. Et cette théorie-là, qui est une théorie qui a fait un peu florès dans un groupe de certains officiers assez radicaux dans l'armée russe, et lui était l'expression en fait de cette opposition interne radicale qui voulait durcir la guerre. C'est ça qui est assez intéressant. Vous vous souvenez, Eric, donc c'est les terriens, les sédentaires contre les navigateurs. C'est ça. Vous vous souvenez, vous posiez la question avec votre ironie extraordinaire, mais Poutine, finalement, c'est un mou. Parce qu'il y a plein de gens... On en parlait en mars-avril même. Poutine est un centriste. Voilà. Dougine, c'est ça. Oui, mais il est proche de Chétchine, par ailleurs. Ouais. Et donc financé par Rosneft. Non, mais c'est vrai qu'il est perçu par une partie non négligeable de l'opinion russe comme un personnage modéré. C'est dur à croire pour un Français là, qui regarde LCI ce soir. Face à Dougine, et d'ailleurs Dougine, pour la petite anecdote aussi, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend pour un messie, il porte la barbe, et donc à un moment donné, il a même théorisé sur la barbe. Il a dit toute personne qui ne porte pas la barbe est imbécile, sauf que Poutine ne porte pas la barbe. Mais en fait, c'est la seule expression politique publique
aujourd'hui d'opposition à Poutine, alors qui est une opposition de droite à Poutine, entre guillemets, je ne sais pas comment on appelle ça, de droite, de gauche, ils s'en foutent là-bas, ça n'existe pas, il n'y a qu'en France qu'on a ce type de concept-là, mais non, en Russie ça marche pas très fort. C'est nous qui avons inventé la droite et la gauche, en 1791. En tout cas, voilà, d'une espèce de radicalité guerrière qui est encore, mais bien plus radicale que celle de Poutine. C'est pratique peut-être pour Poutine d'avoir cette frange-là. Bah oui, Vous voyez, moi je suis pas le pire. Justement. Avec une certaine limite qui peut être posée parfois sur le thème attention à la critique du chef. C'est ça. Et peut-être que ce qui s'est passé en est la preuve. Alors honnêtement, on n'en sait rien, mais bon.